On va démarrer, et puis alors du coup, pour lever les ambiguïtés qu'il pourrait y avoir, je ne suis pas ni le docteur Charpentier, ni Madame Viard. Je suis vraiment désolé pour vous. Celles et ceux qui voulaient les voir, malheureusement, ils ont, pour des raisons diverses et variées, ils n'ont pas pu être là ce jour. Mais ils vous saluent bien. Alors, je vais tenter d'essayer de reprendre leurs propos. Ce qui est intéressant après, ce qui nous a été énoncé par le docteur Lévesque, qui nous a permis d'avoir voilà, un panorama de ce qui peut se faire dans la prise en charge de la douleur, et notamment en EHPAD, c'est que là, en fait, cette équipe a fait une enquête qui était intéressante, puisque Pascal Charpentier, il est médecin coordonnateur dans une EHPAD et algologue aussi, et puis Wendy Viard est médecin et IDEC, en charge plus ou moins, je crois, en tout cas j'ai cru comprendre ça, de la partie aussi douleur, entre autres. Et donc ils ont voulu faire une petite enquête, un état de l'art entre guillemets, de ce qui se fait au sein de l'EHPAD. Alors c'est intéressant d'avoir à la fois les connaissances théoriques, et puis après finalement, là où vous allez devoir intervenir, où on intervient au jour le jour, quelle est la réalité sur le terrain. Ça c'est le principal, parce qu'à partir du moment où on veut développer une action de prévention, c'est intéressant de savoir à peu près comment les choses, qu'est-ce qui se passe au sein de son EHPAD. C'est ni plus ni moins finalement votre autodiagnostic quelque part. Hein, vous avez aussi un état des connaissances et de ce qui a été fait. Alors, la résidence La Collinière, je ne la connais pas. C'est une grande EHPAD que vous pouvez aussi, dans lequel vous pouvez intervenir parfois, mais c'est le genre d'énorme EHPAD avec 320 résidents, etc. Donc évidemment, la granulométrie, comme on dit, est pas du tout la même que si vous intervenez dans une EHPAD de 50, 20 ou 30 personnes. Donc c'est sûr. Donc on voit que c'est quelque chose de très gros, avec beaucoup de soignants, etc. Donc ils se sont intéressés à finalement qu'est-ce qui se passe là-dedans au niveau de la douleur. Donc le descriptif, comme vous avez accès aux documents, je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Et puis en plus, encore une fois, je ne le connais pas. Mais bon, il y a une unité de vie Alzheimer, une unité de vie classique. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'une vie classique en EHPAD. Probablement c'est du secteur conventionnel. Encore une fois, convention, ça fait référence à une norme, mais on ne sait pas forcément ce que c'est qu'une norme en EHPAD, en tout cas. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont regardé ce qui se passe, et c'est des résultats qui nous ont apparu, nous, très édifiants. Et très intéressants d'ailleurs. Donc 64, on va donner des chiffres, hein, on est obligé, 74% des agents ignorent, c'est-à-dire, voilà, que la sensation de la douleur peut être diminuée chez la personne âgée. Donc c'est-à-dire, en tout cas, ils pensent ça. Un agent sur deux, ils ne connaissent pas la différence entre les échelles de la douleur, ils savent qu'il y en a, hein, mais ils ne comprennent pas exactement ce qui se passe, pourquoi elle est différente, etc. On parle bien des équipes soignantes. Hein. Un soignant sur deux pense que n'importe quelle échelle se vaut, en gros. Et puis un agent sur deux ne connaissent pas la différence des techniques, les différentes techniques non médicamenteuses, ou ce qu'on appelle maintenant les interventions non médicamenteuses. Vous voyez ça ? Ça mesure à peu près l'étendue du problème. Alors qu'on a à la fois la problématique douleur, qui est une problématique extrêmement fréquente. Il y a plein de chiffres qui sont sortis, etc. La douleur en EHPAD, c'est le quotidien. Et en même temps, vous avez une carence manifeste. En tout cas, il ne faut pas stigmatiser cette EHPAD, parce que je pense que c'est un résultat plus ou moins reportable, enfin en tout cas similaire à d'autres EHPAD. Mais en tout cas, c'est intéressant de noter que la majorité des agents soignants, encore une fois, donc initialement formés, eh bien, ils ne connaissent pas, ou en tout cas, on peut s'interroger sur le niveau de connaissance sur la douleur. Donc, évidemment, il y a une nécessité d'une formation, forcément. On ne peut pas bien prendre en charge quelque chose qu'on ne repère pas. On ne peut pas repérer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc la première des choses, et ça a été un peu élaboré par mon collègue, mais évidemment, il faut d'abord comprendre ce qui se passe, c'est quoi la douleur, comment ça s'exprime, etc. Et notamment dans le terrain particulier de l'EHPAD. Donc ils ont commencé à faire ils ont mis en place une formation interne, voilà, sur ce constat, ciblé sur évidemment cette problématique, avec un contenu, c'est quoi la définition de la douleur, le cadre légal, etc., etc., etc. Et ils avaient noté que lors de la formation, finalement, il y avait un présentiel qui était important, mais finalement peu d'échanges. D'accord ? Il n'y avait pas beaucoup de réactions sur le coup, en tout cas. C'était des gens qui étaient très intéressés, visiblement, parce qu'ils écoutaient très activement, mais selon pas de prise de notes. Alors, je suis pas sûr que ça soit un gros critère, puisque ici, je pense que la personne qui a pris des notes encore, mais je veux dire, c'est pas un gros critère, ça, la prise de notes, mais ça peut être intéressant. Et puis finalement, il y a eu le questionnaire post-formation, et puis on a les mêmes questions qui ont posé.
grosso modo, pour voir s'il y a un avant et après, il y a un impact de la formation. Donc finalement, de la connaissance théorique, est-ce que ça descend jusqu'à la pratique? C'est ça l'intérêt, hein. Et c'est ce qu'ils se sont posés. Donc ils ont rappelé le droit du patient, etc. Effectivement, il y a des tests qui sont fondateurs au sein de l'EHPAD, hein, et notamment le test, enfin un des textes le plus fondateur en matière de la douleur, ça a été rappelé, bon, c'est la loi 2002, c'est celle qui va reconnaître le droit à chaque personne d'être soulagée et institue la douleur comme une priorité même nationale à l'époque. Donc c'était important, c'est un droit, c'est-à-dire qu'on peut nous opposer à une absence de moyens par rapport à la prise en charge de la douleur, hein. Faut bien l'entendre, hein, c'est un droit du patient. Alors les obligations du coup des établissements, puisque comme il y a un droit, il y a aussi des obligations, on doit, les établissements de santé et médico-social bien évidemment, eh bien, doivent tout mettre en œuvre, d'accord, pour mettre les moyens propres à prendre en charge la douleur des personnes accueillies, quelles qu'elles soient. Et évidemment, l'ESPREV a un gros rôle à jouer là-dedans, puisque la prévention de la douleur, prévention de la douleur, c'est déjà un gros enjeu. Et une fois que la douleur elle est installée, il y a la prise en charge de la douleur qui pose d'autres problématiques. Mais c'est très important. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de rappeler un petit peu tout ce contexte-là. Le médecin, qu'est-ce qu'il doit faire? Évidemment, grosse problématique, vous la connaissez aussi, quand vous intervenez au sein des EHPAD, eh bien, effectivement, l'accès au médecin est parfois compliqué. La présence d'un médecin coordonnateur est parfois, et même de plus en plus souvent malheureusement, assez rare. Donc ça doit être un peu difficile aussi, puisqu'il y a un gros rôle dans les missions, il y a plein de missions de médecins coordonnateurs, mais il y a aussi cette mission-là de prévention qui est extrêmement importante. Après, c'est bien évidemment l'équipe pluriprofessionnelle, hein, c'est majeur dans la prise en charge de la douleur. On a beaucoup insisté ce matin sur les évaluations, et ça a été redit par Pascal, elles reposent sous la notion d'une équipe. L'équipe, elle est pluridisciplinaire. Il y a des choses probablement qui ont été dites ce matin qui, de votre point de vue, de votre compétence métier, paraissaient peut-être un peu éloignées. Mais à chaque fois, le mot douleur, ça vous parlait quand même. D'accord? Qu'on soit ergo, APA, psychomote, j'en oublie, diète, etc. À chaque fois, on peut apporter la pierre à l'édifice. Donc c'est vraiment important. L'infirmier, évidemment, c'est la première des ressources et sans doute la première personne avec laquelle on discutera sur ces problèmes de douleur, puisque, comme on l'a dit, l'environnement médical est souvent un peu déficitaire. Donc dans le rôle propre, dans les compétences métiers de l'infirmière, évidemment, il y a tout ça. Et ça, c'est important. Donc c'est une vraie ressource sur laquelle on peut s'appuyer. Et il faut s'appuyer. Mais, forcément, il faut avoir l'esprit que la formation initiale, on a été formé, et puis après, le temps fait que les informations, les formations se délitent, et puis voilà, il faut réactualiser. Et un des rôles de l'EXPREV, c'est aussi de permettre à ces personnes-là de se tenir au courant des modalités de ce qui se fait, de ce qui peut se faire en co-construisant, on le verra tout à l'heure, des actions. Donc voilà, on peut aussi avoir un degré de liberté assez important en matière de prise en charge. Alors après, il y a plein de critères, je ne vais pas revenir là-dessus. Encore une fois, je reprends le diapo, hein, et puis vous l'avez à disposition, donc c'est intéressant de pouvoir se l'approprier un peu. Mais grosso modo, évidemment, le rôle essentiel des équipes est vraiment mis en lumière. Hein, d'accord? Donc il faut pouvoir... Ah, je pensais que c'était un... Bon, c'est pas grave. Je pensais que c'était un pointeur, mais c'est pas un pointeur. Donc en gros, pour prendre en charge la douleur, la première des choses, et ça a été dit, il faut l'évaluer. L'évaluer, ça nécessite un minimum de connaissances, vous l'avez bien vu. Donc il y a des éléments obligatoires, institutionnels, hein, d'accord? L'idée, c'est... on a eu un débat tout à l'heure, enfin, vous voyez, le débat, c'est l'échelle Intel, etc. Nous, on dit tout le temps, la meilleure échelle, c'est celle qui est utilisée. Ça, c'est déjà le point de base. Donc quel que soit l'outil, c'est bien que les équipes se l'approprient et puissent l'utiliser en routine. Il n'y a rien de pire que d'avoir une équipe A qui fait une routine, qui utilise tel outil, l'autre B fait autre chose, etc. Et puis après, on est dans les bonnes pratiques, c'est vrai. À la base, ça sert à quoi l'évaluation? Ça sert à quantifier de manière objective quelque chose qui est imminemment subjectif. C'est-à-dire que l'expérience douloureuse, c'est quelque chose de très intime. Mon expérience douloureuse n'est pas la même que la vôtre. Alors on parlait tout le temps, alors je fais des digressions parce que je vais un peu m'éloigner, mais on disait le syndrome méditerranéen, par exemple.
Voilà, c'est un syndrome méditerranéen, vous savez ce que c'est. C'est les gens qui sont ils hurlent, ils crient, etc. Vous savez que pour certaines personnes, les nordistes plus haut, Europe du Nord, on va parler de syndrome transalpin. C'est-à-dire que voilà, dès que vous franchissez les Alpes, vous êtes douillé. Donc, on est toujours douillé pour quelqu'un d'autre. Après, si on va plus bas, ça marche plus. Hein, on va dire, ah là là, il y en a qui sont très durs à la douleur, etc. Bon, ce que je veux dire, c'est que la relation à la douleur est extrêmement intime. Mais il faut l'objectiver. Pour l'objectiver, il faut l'évaluer. Et c'est ça qui est important dans les échelles. C'est de pouvoir mettre en place une stratégie qui évalue objectivement quelque chose qui nous échappe. Et comme l'a dit Pascal, on n'est pas là pour juger les douleurs psychosomatiques, etc. C'est pas le problème. C'est qu'il y a une plainte, comment, au sens médical du terme, hein, comment on peut la prendre en charge. Et ça, c'est la vraie responsabilité, c'est là où on peut vraiment tous jouer un rôle collectif, d'accord ? Bien plus que la prise en charge médicamenteuse, enfin le traitement en lui-même qui est plus complexe, qui va être beaucoup plus encadré, comme l'a rappelé, c'est vrai que j'ai vu aussi moi plein de choses avec le durogésique. Hein. Par exemple, j'en mets moi une anecdote. Il y avait un durogésique 12 millicrogrammes qui était prescrit, mais il n'y en avait pas. Il y avait le dosage supérieur, donc l'infirmière a coupé en deux le patch et on le collait. C'est la moitié. Évidemment, ça ne marche pas. Mais ça, c'est des choses. Évidemment, aussi, le patch qu'on a oublié, on rajoute, et puis on est en surdosage. Enfin, des choses comme ça, on a tous vu. Et ça, c'est du mésusage ou... Ouais, c'est souvent du mésusage. Bon, en tout cas, voilà. L'évaluer, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. L'évaluation, c'est la pierre angulaire de la prise en charge. C'est ce que je voulais dire. Voilà, parce que, je passe plus vite là-dessus, pourquoi ? Bah, évidemment, quand on évalue bien, on est capable d'avoir les renseignements suffisamment intéressants pour pouvoir ajuster une prise en charge. Et surtout, la réévaluer. Il y a évaluer, c'est deux choses différentes. Évaluer la douleur, et puis après, il y a évaluer l'efficacité du médicament, qui va être au-delà de la douleur. Je donne un exemple pour être plus clair, parce que des fois, je suis pas clair. Vous avez une douleur X ou Y, vous mettez en place, le médecin met en place un traitement morphinique. Oui, il a beaucoup moins mal, mais beaucoup d'effets secondaires. Évidemment, si je fais l'échelle de la douleur, bah, je vais pas voir les effets secondaires. Je les verrai pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et je peux induire un nouveau symptôme d'inconfort alors que mon objectif initial, c'était de le soulager. En gros, je constipe plus quelqu'un et ça devient intolérable et finalement, ça passe au premier plan par rapport à sa douleur. Donc, deux choses différentes. On évalue la douleur, mais aussi on évalue ce qui est autour, les traitements, etc. Qui n'est pas la même problématique et qui font pas les mêmes compétences. Alors, on l'a dit, en gériatrie, il le ressouligne. Oui, il y a plein de spécificités aussi. Hein. Alors, ce qui nous a été présenté, c'est l'éventail des possibilités de prise en charge pour la douleur. C'est considérable. Effectivement, le monde de la douleur a beaucoup changé. Il y a eu un âge d'or ensuite, on en a parlé un peu tout à l'heure, dans les années 80-90, il y a eu plein de choses. Maintenant, ça stagne un peu, mais il y a plein de choses qui arrivent. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui descend au niveau de l'EHPAD, au niveau de la gériatrie. Est-ce qu'il y a des gros changements ? Le changement principal, il a été dit, c'est que, et c'est vraiment une seule phrase, hein, c'est non, ce n'est pas normal d'avoir mal, même à 90 ans. C'est tout. Quand on a compris ça, eh bien on peut se gérer. C'est-à-dire que pendant longtemps, on était sur des poncifs, oui mais c'est normal qu'il a mal, vous avez pas vu, il est comme ça, il est tordu, il a l'arthrose, il a fait son AVC, etc. Comme on avait une cause à ces douleurs, on dit bah voilà, on cherche pas plus loin, c'est l'arthrose, on cherche pas plus loin, c'est des douleurs neuropathiques, c'est son AVC, c'est son CIS, etc. Et puis après, il y a une espèce de fatalité de la douleur. Oui, bah, j'ai mal, mais j'ai toujours eu mal, vous savez docteur, ça fait 15 ans. Hein. Vous voyez ? Et à un moment donné, et en 2002, ça a été mis comme ça, non, c'est pas normal. Et si on comprend ça, on met en jeu des stratégies qui vont aider cette personne-là. Et après, on va prendre en compte l'environnement gériatrique que vous connaissez bien, à laquelle vous êtes côtoyé, au sein des EHPAD, une population âgée, une incidence des troubles neurocognitifs majeurs qui vont faire que, évidemment, l'évaluation va être plus compliquée, il va falloir affiner certaines compétences, etc., d'évaluation, etc. L'intrication de plein de médicaments, vous savez, on l'a dit, hein, dans les syndromes gériatriques, il y en a 12. Il y a 12 syndromes gériatriques, et dans les 12 syndromes, il y a aussi la iatrogénie, la polymédication. On sait qu'au-delà de 8, je parle sous couvert d'un pharmacien, je crois. Non, c'est sûr même. Même Dupont est pharmacienne. Voilà, il y a des interactions, on ne maîtrise plus, on ne sait plus ce qui se passe. On ne sait plus ce qui se passe après dans les médicaments, vous savez.
Donc voilà. Donc ça, c'est plein de choses comme ça, et puis on va s'intéresser à ces trucs. Donc ils ont un peu listé, ils ont rappelé un peu la singularité de la gériatrie, de la douleur de gériatrie. Il n'y a pas de presbyalgie. On pense toujours que quand on vieillit, ben on entend mal, on voit mal, on marche moins bien. Alors peut-être qu'on a moins mal, mais en fait, c'est pas du tout vrai. On a autant mal, simplement on l'exprime d'une façon différente. Et comment on peut le savoir? Ben ça, c'est de la neurophysiologie. Hein. Il y a le message douloureux, ça a été dit avec l'excellent schéma, espèce d'araignée là qui est décrite. Eh ben, vous avez le petit message. Ben, en fait, il est exactement le même que vous ayez 20 ans ou 50 ans ou 60 ans ou 90 ans. Donc ça veut dire que le message douloureux, ben, il est bien transmis. Simplement, l'expression ne sera pas la même. Donc, il n'y a pas d'émoussement de la douleur, quel que soit l'âge. D'accord ? Après, qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Bon, la communication verbale, ça on le sait, peut être limitée. Hein. Bon, ça c'est pas limité essentiellement par une incidence. 70% en moyenne dans les EHPAD, des résidents ont des troubles neurocognitifs. Alors mineurs ou majeurs, le plus souvent majeurs. Ça c'est énorme, et ça c'est une vraie réalité. Réalité qui est croisée par le fait qu'on entre de plus en plus tardivement en EHPAD et la dépendance au sein de l'EHPAD est de plus en plus marquée. D'accord ? Donc forcément, vous avez ça. Donc, négliger la douleur de la personne âgée peut s'avérer dramatique, et comme ils le disent, ça peut s'assimiler à la maltraitance. Mais ne mélangeons pas tout, c'est pas de la maltraitance de l'agent. C'est pas moi je veux être maltraitant, je néglige la douleur des autres. C'est une maltraitance qui est liée en fait à une banalisation. Alors évidemment, c'est compliqué à gérer, à vivre. On parle parfois de maltraitance institutionnelle, mais il faut pas, là aussi, il faut pas se tromper dans le terme. C'est pas l'institution qui veut faire mal, qui veut être maltraitante. C'est que les conditions globales d'exercice font que, ben voilà, il y a des priorités, alors même que c'est un des symptômes les plus fréquents, c'est probablement un des symptômes les moins bien pris en charge. D'accord ? Alors, bon, ça c'est sûr qu'en matière de douleur, on sait bien que parce qu'on se plaint pas, c'est pas parce qu'on se plaint pas que c'est pas grave. J'allais dire que même en gériatrie, de manière générale, on va distinguer les syndromes productifs, la personne qui bouge, qui crie, etc. Et puis on va les syndromes déficitaires. Les syndromes déficitaires, c'est la personne complètement apathique, qui bouge pas, qui fait plus rien. Et ben vous savez que quand on regarde en termes de mortalité, celui qui sera là un an plus tard, ça sera celui qui est productif et pas celui qui est déficitaire. Pourquoi ? Parce que celui-là, on fera pas attention. On le laissera, il va se déshydrater, il va se constiper, etc. Donc finalement, quand on fait beaucoup de bruit, je dis pas que c'est mieux, mais en tout cas, c'est bien, enfin, ça attire l'attention. Quand on fait pas beaucoup de bruit, attention, ça doit être un truc un peu plus important. Parce qu'il peut y avoir des vrais ce qu'on appelle l'anédonie ou des grands syndromes dépressifs, etc. On continue. Alors comment la repérer ? Moi, je pense que tout a déjà été bien dit tout à l'heure, donc on va pas s'apesantir sur ces diapos-là, qui sont très bonnes, c'est pas la question, mais ça va être un peu redondant. En gros, ça a été dit et redit, il faut savoir écouter les patients. Écouter les patients, ça suppose une chose qui est extrêmement difficile à mettre en place, mais qui ne coûte rien. Mais quand même, c'est le temps. En EHPAD, on va toujours vous dire, on n'a pas le temps. Et on comprend ça, on n'a pas le temps. Mais pour écouter, il faut déjà entendre. Si j'entends pas, je peux pas écouter. Donc pour entendre, il faut que je me pose, m'assoie, et je dis, alors, qu'est-ce qui se passe ? On dit toujours que c'est dangereux de poser la question à une personne âgée comment ça va, parce que finalement c'est un bulletin de santé. Vous êtes coincé pendant quelques minutes, voire quelques heures. Mais bon, si vous faites pas ça, c'est la base. Alors, les soignants, c'est l'affaire de tous, évidemment, c'est l'affaire de tous. Et c'est là aussi que, en tant qu'ESPREV, vous avez un rôle intéressant, parce que vous avez une légitimité. Alors évidemment, vous n'avez pas forcément tous les mêmes connaissances sur la douleur. On vous demande pas d'être expert de la douleur, pas du tout. On vous demande juste d'être éveillé, de comprendre les enjeux de la prévention de la douleur, ce qui n'est pas la même chose. Donc sentez-vous aussi légitime pour porter des messages. D'accord ? C'est des messages de bon sens la plupart du temps. Mais vous êtes légitime. Et puis ensuite, après, il faut savoir s'appuyer sur des ressources qui existent et qui sont, elles, des expertes ou des experts. Je pense aux EMASP, là, on salue l'équipe du GHLH. Je rappelle que Pascal Lévesque a piqué beaucoup de choses au GHLH, mais voilà. En tout cas, l'équipe, voilà, il y a des ressources médicales, il y a des ressources, il y a des CLUD, enfin plein de choses. Quand on veut avoir délivrer des messages très spécifiques, oui, mais ça n'empêche pas que vous avez une légitimité et que vous êtes tout à fait à même de porter la pierre à l'édifice de la prévention. On est bien dans la prévention, d'accord ? Donc c'est l'affaire de tous, y compris des institutions, évidemment.
l'institution en tant que telle doit organiser, doit permettre à ce que la prise en charge soit la plus optimisée le plus possible. Il y a Aurélie qui rentre. Ok. Vous avez raté le meilleur, Aurélie. Bon. C'est bien. Alors, voilà. Après, l'auto-évaluation, comme l'a dit, l'auto-évaluation, c'est intéressant. C'est la personne qui s'évalue lui-même. 70% des résidents ayant des troubles neurocognitifs, c'est un peu difficile. Ceci dit, attention à l'amalgame. Ce n'est pas parce qu'on m'a étiqueté une maladie d'Alzheimer que je ne peux rien faire. C'est complètement faux. Hein. Il y a plein de stades, plein d'évolutions et plein de choses. Donc, attention au tiroir dans lequel on met les gens. Ah, lui, il a des troubles cognitifs. Donc, allez hop, je passe à autre chose. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous le savez, l'échelle numérique, on ne parle pas de tout ça, puisque ça a été dit. Les algos plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont noté finalement comme élément proactif en faveur de la démarche d'évaluation en institution? En tout cas, ce qu'ils ont repéré, eux, c'est d'abord s'intéresser à la part des choses entre ce qui relève. Et c'est encore une fois l'autodiagnostic. Hein. Quand vous regardez ça, il y a pas mal de choses qui sont liées. L'institution est elle-même, est-ce qu'elle est impliquée ou pas? C'est important. Est-ce qu'il y a une acculturation de la prise en charge de la douleur au sein de l'institution? Quelles sont les obligations qu'on s'est proposées, etc. Est-ce que, c'est pas mes mots, hein, pression des tutelles, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine que ça doit faire écho pour eux. L'implication, la sensibilisation des soignants, ça veut dire le plan de formation, enfin plein de choses. Vous voyez, tout ça, ça rentre dans les éléments. Et puis un personnage qu'on évoque peu, mais qui est extrêmement important aussi dans la prise en charge, c'est les aidants ou les familles au sein des EHPAD. Parce que forcément, ils sont en contact régulier de leurs ascendants, descendants, enfin, peut-être pas descendants, en tout cas les ascendants, c'est sûr. Mais voilà, et leurs conjoints aussi. Donc vous voyez, et puis on peut comprendre, il y a l'argument, n'oublions pas collectivement qu'une EHPAD, ça a un coût économique, ce qui est complètement différent. Donc, quand vous avez la sensation que votre conjoint, votre ascendant, votre conjointe souffre, on n'entend pas ce qu'elle, que la prise en charge n'est pas à la hauteur de la prestation qui est payée, en tout cas c'est vécu comme ça génère aussi d'autres conflits et ça peut aussi avoir des impacts sur le moral des troupes, entre guillemets, des équipes. Donc voilà, et puis on trouve l'intérêt pour eux d'avoir un référent douleur, évidemment, qui soit une personne un peu ressource. Là encore, on peut discuter, hein, c'est bien d'avoir des référents, parce qu'il y a des référents nutrition, des référents douleur, des référents cuisine, des référents ci, des référents ça. C'est très bien à une seule condition, que ça ne dédouane pas les autres de la problématique. Parce que à partir du moment où vous avez un référent, c'est pas mon histoire, c'est le référent douleur, là vous savez très bien que ça va mal marcher. En tant qu'Express, si vous intervenez, on dit non, c'est le référent douleur. Faites attention parce que ça veut dire qu'il y a un cloisonnement enfin ça peut en tout cas dire qu'il y a des cloisonnements et ça va être difficile. La douleur, c'est l'affaire de tous, ok? Après qu'il y ait des gens qui ont une appétence, qui soient formés, qui ont un rôle de rediffuser, d'alimenter, ça c'est super. Mais voilà, attention à ça, les références, c'est toujours le problème. Ça peut être parfois une caution et pas forcément une force. Et donc après, évidemment, ça c'est un peu moins notre partie, la réflexion sur les prescriptions, est-ce qu'on prescrit bien, pas bien, on réévalue, voilà, bon ça. Donc les éléments en défaveur, par contre, qu'est-ce qu'ils ont trouvé entre guillemets en défaveur de la démarche d'évaluation? C'est que la douleur chez la personne âgée, on l'a dit, c'est une fatalité. On est moins impliqué, on connaît pas les singularités de la prise en charge, on n'est pas formé. Enfin, ça, vous connaissez bien ces facteurs limitants, qui sont à chaque fois potentiellement réversibles. Hein. Nous, on aime bien en médecine parler des facteurs modifiables ou non modifiables. Je vais pas changer mon âge, j'aimerais bien, mais je peux pas. D'accord, je peux faire en sorte que je sois peut-être un peu en meilleure forme. Ça, je peux modifier certains comportements. Mais voilà, ça c'est intéressant de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux modifier ou pas? Il y a des choses là-dedans, vous voyez, absence de formation, je peux le modifier. Je peux, par mon action volontariste, améliorer, faire upgrader un petit peu tout ça. La rotation des personnels soignants, c'est des facteurs déstabilisants. Ça veut dire, moi je le connais pas. Pour évaluer, il faut quand même un minimum connaître les gens. Si on les connaît pas, on peut pas les évaluer. Donc le dernier message, c'est long sera le chemin pour arriver à une prise en charge optimale de la douleur en institution. Voilà la présentation de Madame Wendy et de Pascal Charpentier. C'était fini. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça appelle des commentaires? C'est très bien.